Jean-Yves Le Gallou est ancien député européen, ancien conseiller régional, ancien élu politique évidemment, et il a depuis lancé un grand travail de réinformation avec le site Polémia, un grand travail de réinformation aussi avec l'entreprise annuelle, la festivité, je dirais, des bobards pour dénoncer les mensonges médiatiques, qui rencontrent un certain succès dans les médias, puisqu'ils s'en font l'écho à chaque fois. Et donc, je vais lui laisser la parole pour présenter ce soir l'immigration et ses dangers d'immigration. Il vient de publier un ouvrage et il pourra dédicacer ses dernières publications à la fin de la conférence. Jean-Yves, à toi la parole. Merci Thierry, merci de m'accueillir. Est-ce que vous entendez sans le micro ou pas? Oui, ça marche. Bon. Alors, le livre s'intitule « Immigration, la catastrophe, que faire ?» Il y a donc 18 chapitres qui décrivent la catastrophe. Je ne vais pas vous en parler, parce que je crois que l'idée que l'immigration est une catastrophe dans le domaine de la délinquance, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine des salaires, tout ça, c'est à peu près acquis. On est passé de l'idée qui nous a été injectée pendant 40 ans que c'était une chance pour la France à la conviction que c'est une catastrophe. Donc je vais très rapide sur la catastrophe. Je vous invite quand même à vous procurer le livre, bon, parce que vous aurez sur chacun de ces 18 chapitres des faits, des documents, des arguments précis qui permettent de nourrir les démonstrations. Donc je n'insisterai dans l'aspect catastrophique que sur 3 points et je continuerai ensuite en parlant, ce qui est à mes yeux essentiel, des réponses à apporter à la question de l'immigration. Je vois que certains font des boucles dubitatives et je les comprends. Je les comprends, mais il faut aborder... Ah oui, écoutez, pardon. Oui. Ce serait plus commode. Pardon. Pour les vidéos. Le problème, c'est que je... Oui, ça me gêne pas, mais... Alors d'abord, la catastrophe, je vais donner trois coups de projecteur très rapidement. La délinquance. Il n'y a pas de problème de délinquance en France. Il n'y a pas de problème de délinquance en France, il y a un problème d'immigration. Puisque, si l'on regarde la population des prisons, 70% des détenus sont étrangers ou d'origine étrangère, et plus de 50% des détenus sont musulmans. C'est-à-dire que s'il n'y avait que des Français de souche en prison, il n'y aurait pas de surpopulation pénale, et même on pourrait leur donner des duplex, des 3 pièces. Donc, il n'y a pas de problème de délinquance, c'est vrai d'immigration. Il y a quelques années, la direction de la police judiciaire a dressé le tableau des bandes criminelles organisées. Chacun étant spécialisé, trafic d'êtres humains, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de métaux, et j'en passe.
Sur ces 36 bandes du crime organisé, 33 sont étrangères ou d'origine étrangère. Ne reste que pour sauver l'honneur français qu'une bande marseillaise et 2 bandes corses. Ça, c'est la délinquance. Il y a un problème beaucoup plus grave que ça. C'est ce que l'écrivain Renaud Camus appelle le grand remplacement. Le grand remplacement, il est d'abord démographique. Il est ensuite civilisationnel. Il est d'abord démographique. Alors, on a un moyen aujourd'hui de le mesurer par des statistiques officielles. Il y a une maladie génétique qui ne touche que les enfants issus de populations africaines, maghrébines, moyenne-orientale, sud-américaine, indienne. Cette maladie, c'est la drépanocytose. C'est une maladie grave et à la naissance, les enfants qui ont ces origines-là, et le seul, sont dépistés pour la drépanocytose. On a commencé à dépister les enfants par rapport au risque de la drépanocytose, les enfants les nouveau-nés, en 1993, en Île-de-France. Depuis 2001, l'ensemble des régions françaises procèdent au dépistage de la drépanocytose. En 2001, on a dépisté 21% des enfants. En 2015, 38%. 45% en Rhône-Alpes. Plus de 50% en Provence, Alpes, Côte d'Azur, Corse. 73% en Île-de-France. Ce sont des chiffres objectifs. Alors, comme toutes les statistiques, il peut y avoir des erreurs à la périphérie, bien sûr. Mais la tendance générale, elle ne souffre pas de contestation. Et la situation de l'Île-de-France, elle ne souffre pas non plus de contestation. Alors bien sûr, le grand remplacement démographique débouche sur le grand remplacement civilisationnel. Parce que, de même que sous les pommiers, on trouve des pommes, les Africains africanisent et les musulmans islamisent. Et on voit le grand remplacement civilisationnel avec notamment l'islamisation. L'islamisation de la France qui se voit à travers les mosquées, 3000 en France aujourd'hui. Et les mosquées, ce sont des usines à charia. C'est des usines à chariatiser la France. C'est-à-dire à imposer non seulement une religion, mais aussi des règles civiles, des règles pénales, des mœurs, des coutumes. Ce qui est le plus visible dans la chariatisation,
c'est le voile islamique qu'on voit de plus en plus et la viande halal qui s'impose de plus en plus, y compris à ceux qui ne sont pas musulmans, puisqu'aujourd'hui, 50% des bêtes de boucherie en France sont abattues selon le rite halal. Alors, quand vous voyez qu'on a là des phénomènes très, très profonds, et tout ça a évidemment infiniment plus d'importance que toutes les autres histoires. Et je voudrais en venir aux réponses, parce que c'est le sujet le plus difficile. Alors, la première réponse à apporter, c'est de faire un bon diagnostic. Ne pas se cacher la réalité. Il faut d'abord reconnaître les faits et les dire, et pas chercher les faux semblants. Les faux semblants qui sont des vrais mensonges. Je vais en citer 3. Dans la classe politique, à de très rares exceptions près, on nie le grand remplacement. Il n'y a pas de grand remplacement. Alors que ce que je vous ai décrit par les statistiques, n'importe quelle personne regardant une sortie d'école ou allant dans une maternité voit les choses. C'est la thèse de Camus d'ailleurs. Il dit c'est pas la peine d'avoir des statistiques, ouvrez les yeux. Et on se complète assez bien avec Camus parce que lui présente les choses de manière un peu plus littéraire. Moi je le présente de manière un peu plus technocratique. Mais ça converge. Donc la première chose, c'est de dire oui, il y a un grand remplacement. Et oui, c'est un problème, parce que, eh bien, si les gens qui naissent viennent d'ailleurs, ils apportent les mœurs, les coutumes, la religion qui vient d'ailleurs. La deuxième fait qu'il faut reconnaître, c'est que l'assimilation n'est pas une solution. En tout cas, elle n'est pas une solution globale. Il y a 40 ans, on pouvait peut-être imaginer que l'assimilation serait une solution. Personnellement, je n'y croyais pas à l'époque, mais je comprends très bien qu'à l'époque, certains aient pu y croire, et c'est vrai que c'était le modèle français, c'est vrai que ça avait fonctionné avec les immigrations européennes, polonaises, belges, italiennes, espagnoles et portugaises. Immigration qui avait la double caractéristique d'être européenne et chrétienne. Ce qui n'est plus du tout le cas avec les immigrations actuelles qui ne sont ni européennes et très rarement chrétiennes. Et donc, aujourd'hui, on ne peut plus présenter l'assimilation comme une solution, puisque les immigrés d'aujourd'hui sont, dans leur ensemble, plus éloignés de l'assimilation que les immigrés d'hier. On ne voyait pas d'accoutrement africain ou musulman hier.
on ne voyait pas de voile dans les rues, on ne voyait pas de mosquées, on ne voyait pas, tout ça n'existait pas. Et aujourd'hui, tout ça s'impose de manière de plus en plus agressive, comme on l'a vu en Corse, avec la tentative de privatisation de la plage de Cisco. Mais les Corses ont un peu plus d'énergie que les continentaux, donc ils ont réglé le problème de la manière appropriée. Alors, l'assimilation, quand je dis ça, je dis que ce n'est pas une solution globale. Je n'exclus pas, parce que c'est aussi la réalité, la possibilité pour un petit nombre d'individus de s'assimiler. Je pense notamment que des hommes ou des femmes venus du Maghreb ou du Machrek peuvent s'assimiler à condition qu'ils le veuillent, qu'ils fassent l'effort, et je dirais comme condition préalable qu'ils aient rompu avec l'islam, soit en devenant hors religion, en tout cas plus musulman, soit en se convertissant au christianisme, soit en étant d'ailleurs chrétien d'origine, par exemple, si on est égyptien et copte. Donc je crois que l'assimilation est possible pour un petit nombre d'individus, mais à des conditions qui sont tout de même très exigeantes. Et donc ça ne peut pas concerner des masses entières, surtout dans l'état où on se trouve actuellement. La troisième chose qu'il faut dire, ou qu'il ne faut pas dire plutôt, c'est que l'islam est compatible avec la République. L'islam n'est compatible ni avec la République, pour lequel il est possible que vous ne nourrissiez pas des sentiments d'affection excessive, mais l'islam n'est pas compatible avec la France. L'islam n'est pas compatible avec la France parce que d'abord, l'islam, c'est la Oumma, c'est la communauté islamique qui est transfrontière. Et des musulmans, par-delà des frontières, seront toujours plus proches entre eux que de gens dont ils partagent administrativement la nationalité. L'islam n'est pas non plus compatible avec la France, parce que l'islam, c'est pas seulement des croyances purement religieuses, c'est aussi tout un mode de vie, toute une série de pratiques, notamment qu'on voit se manifester dans l'affaire du halal ou du voile islamique, qui sont très intéressants, parce que la société actuelle a tendance à dire, raisonne en termes individualistes. Donc on va dire, bah oui, s'il veut manger halal, il a le droit de manger halal, et puis si elle veut être voilée, bah, elle est voilée, le voile c'est mon choix, c'est le slogan des mouvements, sauf que quand dans un quartier, il y a une femme voilée. Après, il va y en avoir deux, il va y en avoir trois, il va y en avoir quatre, et il y a un moment où il n'y a plus que des femmes voilées, puisque la femme qui n'est pas voilée, à ce moment-là, est considérée comme une proie. Et si vous allez dans certains quartiers de Mantes-la-Jolie, de Chanteloup-les-Vignes, ou de je ne sais quelle cité de Seine-Saint-Denis, il n'y a plus que des femmes. Et donc, c'est un mensonge que de dire que l'islam est compatible avec la République. Le problème d'ailleurs n'est pas la compatibilité avec la République, voilà, c'est la compatibilité avec la France. Voilà les préalables. Si on n'admet pas d'abord ces préalables, on n'a rigoureusement aucune chance de régler le problème. Alors, que
faut-il faire? Que faut-il faire? Quelle politique faut-il conduire? Ça pose des conditions très difficiles. Et je crois qu'il faut clairement rechercher comme objectif la remigration. Parce que s'il n'y a pas de remigration et que l'immigration se poursuit, nous serons, nous, les Européens, de culture chrétienne, de religion de culture chrétienne, nous serons minoritaires en 2024 ou en 2026 dans les naissances, dans les maternités. Mais à partir du moment où on est minoritaire dans les maternités, c'est pas en étant majoritaire dans les maisons de retraite qu'on règle le problème. Et donc, la remigration, alors souvent, quand on parle de remigration, les gens s'inquiètent en disant « Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. » Et généralement, l'argument qu'on vous fait valoir, on vous dit « Bah oui, mais il y en a qui sont français. » Alors, ils dépendent ce qu'on appelle français. Et donc, on commence par vous dire « Ah oui, mais là, ça c'est difficile. » Mais c'est un petit peu, moi je compare avec, toi tu bois de la bière, un peu. Je compare la remigration avec le vidage d'une chope de bière. Grand. Si on vous sert une grande chope de bière, vous allez dire, comment on va faire pour la vider? Ben, comment on va faire pour la vider? Il faut commencer. Petit à petit, pour vider la chope. Et bien la remigration, c'est pareil. Alors, par quoi faut-il commencer? Ben, d'abord, il y a des clandestins. Les clandestins n'ont aucun droit. Ce qu'on appelle des clandestins, d'ailleurs ils sont de moins en moins clandestins, parce qu'on en a même vu qui a été reçu par le ministre de l'Intérieur. Clandestins. En fait, ce qu'on appelle des clandestins, ce qu'on appelle des migrants, ce qu'on appelle ce sont des étrangers illégaux. Voilà. Ce sont des étrangers illégaux qui n'ont absolument aucune raison de rester en France et qu'il faut faire repartir. Donc, première étape, les clandestins. Deuxième étape, les délinquants. Les délinquants, une fois qu'ils ont purgé leur peine, ils repartent. Ce qui a l'avantage, c'est que ça dégage des places de prison dans lesquelles vous pouvez mettre d'autres délinquants qui sinon n'y seraient pas allés et que vous pouvez faire repartir à la fin du processus. Voilà. Alors, ça ne touche pas forcément des masses considérables, mais ça touche là les masses les plus nuisibles. Et les masses qui imposent l'autorité des autres. Ensuite, vous avez une autre manière, alors très douce, d'engager la remigration, c'est de cesser d'accueillir de nouveaux immigrés. C'est ce qu'on appelle l'immigration zéro. Alors je le dis pour la plaisanterie, enfin pour la plaisanterie, je ne sais pas si on demande ça d'ailleurs, mais c'était le programme Migration Zéro, c'était le programme du RPR de M. Juppé en 1993. Ouais, c'est pas extrémiste. Bon, il a changé d'avis, il a droit. D'ailleurs, les électeurs aussi ont le droit de faire connaître leur avis. Mais, donc, on ne fait plus rentrer personne. En tout cas, plus personne venant des zones géographiques
où les immigrés présents en France, globalement, présentent de grandes difficultés d'assimilation. Si on arrête toute immigration nouvelle, on engage de fait le processus de remigration. Puis il y a quand même des gens qui repartent spontanément. Donc si vous cessez d'en faire venir de nouveau, vous avez, j'ai toujours la techno, un solde négatif. Et donc la remigration. Et puis vous avez, alors ça on n'en parle jamais, vous avez des gens qui séjournent régulièrement en France avec des titres de séjour qui sont d'1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, mais qui ne sont pas éternels, qui ne sont pas automatiquement renouvelables, ou qu'en tout cas on peut ne pas renouveler automatiquement, et qu'on peut même révoquer. Et vous avez là entre 3,5 millions et 4 millions de personnes qui ont un titre de séjour régulier que vous pouvez très bien ne pas renouveler. Ça n'a rien de barbare. Je cite dans le livre l'exemple d'un Français qui était installé en Californie, qui avait un restaurant qui marchait très bien dans la Napi Valley, donc la vallée du vin en Californie, etc. Est arrivée la crise financière de 2008 et la crise économique. On lui a dit, écoutez monsieur, voilà, c'est la crise, priorité aux Américains, on vous retire la carte verte, vous avez 3 mois pour partir. Il est parti, il n'en veut pas plus que ça aux Américains. Voilà, un titre de séjour, vous êtes invité chez quelqu'un, on vous demande de partir, vous partez. C'est pas absolument extraordinaire. Donc vous avez là 3,5 millions à 4 millions de personnes qui vont partir. Ah, vous voyez que là, c'est un verre d'eau, mais ça pourrait être un verre de bière. Vous voyez que le verre, il diminue. Alors il reste le fond. Et les buveurs de bière savent que le fond des grandes chopes de bière, c'est un peu plus dense, un peu plus noir, un peu plus difficile. Et c'est vrai que le fond, le fond, c'est les binationaux. Ceux dont on vous dit, ils sont français. Alors, oui, ils sont administrativement français, en même temps qu'ils ont généralement la nationalité d'un autre pays. Alors, cela, j'en distinguerai volontiers 3 catégories. Il y a ceux qui sont assimilés. Ceux-là, il n'y a pas de problème. Il y a ceux qui, sans être assimilés, n'ont pas de comportement agressif à l'égard des Français ou à l'égard de la France. Ceux-là, on peut aussi les garder. Et puis il y a ceux qui, bien qu'ayant la nationalité française, se conduisent de manière extrêmement agressive et hostile vis-à-vis des Français et vis-à-vis de la France. Ceux-là, il faut les déchoir de la nationalité française. Le type qui va faire le djihad en Seine-Saint-Denis d'ailleurs, il n'a pas à garder de nationalité française. Alors, vous voyez là qu'il y a tout un ensemble de mesures qui peut conduire à réduire fortement le problème de l'immigration.
Ceci étant, ça suppose évidemment un changement de perspective idéologique et de perspective juridique. Aujourd'hui, on est dans une logique, dans une société qui raisonne en termes de droits de l'homme et de droits individuels. C'est-à-dire que toute personne qui va être arrivée en France, par quelque moyen que ce soit, légal ou illégal, il a ipso facto une série de droits. Et le droit du peuple à défendre son identité collective, aujourd'hui, n'est pas reconnu. Et il y a donc là les fondements idéologiques de l'invasion que nous subissons. Nous sommes aussi dans une société dont on nous dit que c'est l'état de droit. En fait, l'état de droit, c'est un mot de novlangue pour désigner le gouvernement des juges. Et depuis 40 ans, la quasi-totalité de la législation et des décisions prises dans le domaine de l'immigration ne sont pas le fait des hommes politiques, ce ne sont pas le fait des députés, des sénateurs, des ministres, des préfets qui exécutent, ce sont des décisions des juges. Ceux qui décident de la politique migratoire en France depuis 40 ans, ce sont les juges. Les juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Les juges du Conseil constitutionnel, qui sont à 2 pas d'ici. Les juges du Conseil d'État. Les juges de la Cour de cassation. Et derrière eux, les juges des tribunaux administratifs, les juges des tribunaux judiciaires. Et comment ils jugent? C'est droit. C'est une blague absolue. C'est l'interprétation de principes généraux, de textes généraux sous l'angle politiquement correct. Je vais vous lire ces textes généraux, ils prévoient la liberté d'expression. Mais si vous tenez des propos politiquement incorrects, vous allez devant les tribunaux. Ménard a été condamné, poursuivi, Camus a été condamné, Zemmour a été condamné, vous avez sûrement aussi été condamné. Non, tout le monde y est condamné. Bon. Et donc, aucun juge ne dit non, là on ne peut pas condamner parce que c'est une atteinte au principe de liberté d'expression. Non, on dit bah oui, d'accord, c'est une atteinte à la liberté d'expression, mais ça défend l'ordre public, et l'ordre public, ça consiste à ne pas dire des choses politiquement incorrectes. Voilà. Et vous mettriez d'autres juges, vous interpréteriez différemment le même texte, vous arrivez à une conclusion différente. Le regroupement familial, on dit c'est la faute à Giscard et à Chirac. 76. C'est pas tout à fait vrai. Plus exactement, Chirac et Giscard ont fait le regroupement familial en 76. Mais Giscard, Barre et Bonnet ont voulu revenir dessus en 1978. Et le Conseil d'État a dit non, c'est pas possible, parce qu'il a interprété un texte de la Convention internationale des droits de l'enfant, un texte qui dit que l'enfant a droit à une vie familiale normale. On est d'ailleurs d'accord avec ça. Mais l'interprétation du Conseil d'État sur l'enfant a droit à une vie familiale normale, ça veut dire que le regroupement familial de l'enfant, de la famille et de l'enfant, doit se faire en France et non pas dans le pays d'origine. Ça n'est absolument pas dans le texte. C'est des décisions des juges.
et même compris récemment une décision favorable au Burkini et défavorable aux crèches. C'est de l'interprétation. Alors on dit les juges, ce sont les juges politiquement engagés qui rendent des jugements qui leur valent les applaudissements de la classe médiatique. C'est ça qu'on appelle l'état de droit, qui n'est que le gouvernement des juges. Alors, le seul vrai changement possible, c'est de changer les règles du jeu. Tout ce que je vous ai dit avant, c'est techniquement faisable. Il faudrait rajouter à cela la préférence nationale, il faudrait rajouter un certain nombre de mesures, changer la vision du code de la nationalité. Tout ça est techniquement faisable à une condition. C'est que le pouvoir des juges soit balayé et que le pouvoir des juges soit remplacé par le pouvoir du peuple qui l'exerce directement par les élus, indirectement par les élus ou directement par le référendum. Et ça suppose, alors je vais être encore un peu technique, mais ça suppose par référendum de changer un certain nombre de règles constitutionnelles et notamment d'empêcher les juges de faire un contrôle de constitutionnalité des lois en fonction de textes généraux qu'ils interprètent à leur manière. Ça suppose aussi de dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme, Convention européenne des droits de l'homme qui sert d'ailleurs aujourd'hui à imposer la GPA et la PMA pour les enfants nés hors de France. Donc ça suppose de dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme, de retirer au Conseil constitutionnel sa capacité de contrôle des lois de manière générale. Ça suppose de dire qu'une loi postérieure est supérieure à un traité antérieur. Donc ça suppose un changement constitutionnel. Je dois dire que tout candidat à une élection qui ne prévoit pas ou ne s'engage pas à faire ça ne fera rien en matière d'immigration ou ne fera pas mieux que ce qu'a fait M. Guéant entre 2011 et 2012, où il est parvenu à réduire le nombre des entrées légales de 200 000 à 185 000. Ce qui est pas mal, ce qui ne change rien, mais qui, dans le contexte actuel, est la seule chose possible. Si on veut faire autre chose, il faut changer les règles du jeu. Voilà. Alors, ce que je vous dis là, il y a 5 ans ou 10 ans, c'était pratiquement indicible. Aujourd'hui, c'est entré dans le débat public. Et même, certains hommes politiques l'évoquent. Sarkozy l'a évoqué, Fillon l'a évoqué, Marine Le Pen l'a évoqué, donc, et il l'évoque en tremblant. Ce qu'on peut d'ailleurs comprendre par rapport à la puissance du politiquement correct. Mais voilà, il faut savoir que si on ne fait pas ça, on continue. Mais la politique, ça consiste quand même à décider des circonstances exceptionnelles. Et là, il y a des circonstances exceptionnelles, parce que, tout simplement, notre pays, notre civilisation, notre culture sont en train d'être balayées par une civilisation et une culture venues d'ailleurs. Alors, si cela ne se fait pas, ce qui est
malheureusement une hypothèse qu'on ne peut pas totalement écarter. Il faut entrer dans des logiques de double logique. Une logique de dissidence, une logique de communautarisation. Une logique de dissidence, ça consiste à s'opposer partout où on le peut à ce qui n'est pas acceptable. Dans le domaine dont je viens de vous parler, la logique de dissidence, ça consiste à s'opposer au halal, aux mosquées, au voile et à l'implantation de ce qu'on appelle des centres de migrants, qui sont en fait des centres d'étrangers illégaux. S'y opposer par les moyens que le droit peut fournir, par des manifestations, par des actions. Voilà. Et il y a, bon, c'est pas toujours couronné d'un succès, mais ça a le mérite quand même d'exister là où il y a la volonté du pouvoir d'installer des foyers d'étrangers clandestins, il y a aussi des réactions. Il y a eu, alors on voit que ça marche quand même, puisque les Corses, avec Ajaccio et Cisco, c'est la seule région de France où on n'en flanque pas de foyer. Clac. Bon. Les Bretons, pas mal réagi. Là, il y a eu une manifestation à Arzon qui a réuni 120 personnes. Bon, voilà. Il y a eu des manifestations importantes à Saint-Brévin, où ils ont chahuté les autorités préfectorales. Voilà. Il faut rentrer dans une logique de contestation. Voilà. Ce n'est pas forcément évident pour... Pardon, je ne bouge pas. C'est pas forcément évident pour les gens venant de notre famille politique au sens large, où on est quand même assez souvent respectueux de l'autorité. Ou en tout cas, beaucoup sont respectueux de l'autorité. Or, il faut être dans une logique de contestation des autorités à partir du moment où la politique qu'elle mène ne va pas dans le sens du bien commun. Donc, action de dissidence, et je sais que vous en faites, et c'est ce qu'il faut faire. Bon, de même que franchement, la solution pour les sucettes d'Oco qu'on a vues au cours de la semaine écoulée, ça relevait au minimum de la peinture et pavé si affinité, quoi. Hein. Donc ça, c'est quand même, il y a un moment où on ne peut plus accepter ce qui n'est pas acceptable. Et puis l'autre solution, c'est la communautarisation. C'est-à-dire de s'organiser comme une minorité, ou des minorités, avec ses écoles, ses lieux de culte, ses sanctuaires, ses hauts lieux, transmettre notre culture, notre civilisation, notre religion aux nôtres, indépendamment de ce qui peut se passer aux autres. Il faut avoir, je crois qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, il y a une solution, c'est celle-là. Il faut jouer la carte politique, il faut jouer la carte de la dissidence, il faut jouer la carte de la communautarisation. Et les trois, d'ailleurs, peuvent se renforcer. Et puis, il faut quand même garder en mémoire que l'histoire est le fait de l'inattendu. Et que des événements qui paraissent impensables, eh bien, peuvent se produire. La chute du mur de Berlin paraissait impensable. Quelques semaines avant qu'il ne tombe. Il est tombé. Ça n'a pas eu des côtés positifs d'ailleurs, mais il est tombé. Dans un registre différent, l'élection de Trump paraissait impensable. Bien.
Il a été élu. Que va-t-il faire? Je ne sais pas. Mais il a été élu et il a déjà procédé à des nominations plutôt bonnes, ou qui en tout cas indiquent des éléments de changement par rapport aux politiques antérieures. Donc, voilà, il faut aussi se tenir prêt pour des événements. Dans les événements inattendus, il y a eu, et qui auront un impact considérable dans la durée par les gens qui ont été formés, par la génération que j'avais, il y a eu les manifestations contre la loi Taubira, qui ont changé la donne, qui ont fait émerger une nouvelle génération politique, qui s'est formée dans la rue et dans les salles de garde à vue. Bon. Et là, c'est assez intéressant parce que c'est la manifestation, une des manifestations que vous avez organisées, qui a été à l'origine du processus, qui a conduit d'autres éléments peut-être plus modérés à se bouger. Voilà. Et finalement, tout ça a produit un résultat important, même si la loi Taubira n'a pas été abrogée, il ne le sera peut-être été voté, n'a pas été abrogé, ne le sera peut-être pas. Il y a eu un événement qui a montré un basculement. Il y a eu la génération 68, il y aura la génération 2013. Voilà, donc c'est le début d'un processus. Et je pense qu'il y a un certain nombre de cycles historiques qui sont en voie de basculement. Le cycle de 68 est en voie de basculement. Le cycle des Lumières est en voie de basculement. Le cycle de la mondialisation est en voie de basculement. Et donc, alors évidemment, les basculements, ça chemine lentement au début, et puis il y a un moment où ça s'accélère. Par conséquent, il ne faut pas considérer que tout est foutu. Il faut se battre, et je dirais chacun sur sa ligne de front. Hein, voilà. Chacun sur sa ligne de front, en considérant avec bienveillance le type qui tient un bout de tranchée à côté, même si on n'est pas d'accord avec lui. Bon. J'ai trouvé personnellement assez extraordinaire de voir Thierry, représentant de Civitas, à une manifestation de riposte laïque. J'imagine qu'ils ne sont pas d'accord sur tout. Mais c'était bien parce que face à l'immigration de masse et face à l'islamisation, ma foi, il faut accepter que des forces différentes puissent agir ensemble. Hein, voilà. Donc, il faut agir. Chacun sur son créneau, finalement. On a un créneau, on tient son créneau. Le gars à côté tient son créneau. Voilà. Et puis, on essaye après, une fois qu'on a tenu le créneau, on essaye de prendre peut-être la tranchée d'en face, si c'est possible. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, moi, je ne vous propose pas je vous propose des réponses qui sont des réponses exigeantes. Parce qu'évidemment, ça suppose un changement politique radical, ou ça suppose une opposition radicale aux autorités, ou ça suppose une communautarisation dynamique, qui existe d'ailleurs. On voit le développement des écoles hors contrat. Elle existe, cette communautarisation. Et vous savez, les phénomènes, ça se développe de manière, c'est mathématique exponentielle. Hein. Donc, je pense qu'on est au début d'un processus. Et je ne peux que vous engager à contribuer à l'accélérer. Merci. Merci Jean-Yves.